Et si la curiosité était notre meilleur allié? À l'instar de Pandore, je te propose d'être curieuse et d'ouvrir avec moi non pas une, mais 10 boîtes. L'objectif, te débarrasser des injonctions qui pèsent sur toi et observer le monde avec de nouvelles perspectives. Je suis Virginie Julien, coach, conférencière et autrice. Bienvenue dans le podcast de Pandore a raison. Élève parfaite, professionnelle parfaite, épouse parfaite, amie parfaite, sœur parfaite, fille parfaite, femme parfaite, maman parfaite. D'où nous vient ce désir de perfection? Est-il seulement réalisable? Est-il surtout gérable? Et finalement, qu'est-ce la perfection? Bonjour Virginie, Salut Christelle. tu vas bien? Ça va bien? Aujourd'hui, on va entamer le chapitre sur la boîte Sois parfaite, Oui, une très belle boîte. qui nous parle à toutes les deux, j'imagine. Oui, il y a beaucoup de lectrices et d'auditrices, j'en suis Oh, certaine. oui. Alors, est-ce que pour toi, le perfectionniste est-il inné ou principalement acquis? Ben, les deux. Il est inné parce que, oui, apparemment, il est un tout petit peu dans notre ADN. Après, est-ce que l'inné, c'est pas non plus de l'acquis transgénérationnel? C'est-à-dire que, bon, bah, si nos parents sont un peu perfectionnistes ou nos grands-parents sont un peu perfectionnistes, on l'est aussi. Mais majoritairement, je pense qu'il est acquis. C'est-à-dire qu'on apprend très tôt dans notre société, dans notre culture, dès les bancs de l'école, à ne pas faire de fautes, à ne pas faire d'erreurs. Et c'est bien là que le perfectionnisme prend source. À quel moment devient-il une identité plutôt qu'un simple trait de caractère? C'est une bonne question. C'est en fait quand on va faire, on va mettre ensemble qui on est, ce qu'on fait. Donc c'est-à-dire que moi, c'est ce que ma coach m'avait dit quand j'ai découvert que j'étais perfectionniste. Elle m'a dit, tu associes complètement qui tu es, ton moi, avec ton rôle de consultante à l'époque, et ton environnement. Et tout ça, au lieu de bien voir les choses de façon dissociée, tu en fais une grosse boule en fait. Et donc, c'est-à-dire que le perfectionnisme n'est plus juste, on va dire, un outil ou un moyen de faire les choses bien, mais c'est pas ça, le perfectionnisme. Mais ça devient que on doit être et faire tout parfaitement, et si on ne le fait pas, ben on est personne, on est nul en fait. C'est vraiment, c'est là que ça devient problématique. Qu'est-ce qu'on cherche à réparer ou à sécuriser? Quand on est perfectionniste, j'aime bien reprendre la définition de Bruno Braun, parce qu'on pense souvent que le perfectionnisme, ça vient d'une envie de faire les choses bien, de faire les choses parfaitement. Mais en fait, pas du tout ça. Le perfectionnisme naît d'une peur. Alors je prends la définition de Brené Brown. Elle dit: le perfectionnisme est un système de croyances autodestructeur et addictif qui alimente la pensée initiale suivante: si mon apparence, ma vie et mes actions sont parfaites, je peux éviter ou du moins réduire considérablement les sentiments douloureux liés à la honte, au jugement et aux reproches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le perfectionnisme, c'est pas une volonté d'être parfaite ou de faire les choses parfaitement, c'est l'énorme peur en fait d'être jugé, critiqué par d'autres personnes. Et on a tellement peur de cette critique, de mal faire, etc., que la seule solution possible qu'on a, c'est d'essayer de faire tout parfaitement, ce qui est extrêmement coûteux. Ou alors, l'autre solution, c'est de ne rien faire. Oui, ce qui est plus facile, effectivement. Oui. Dans quelle famille ou environnement ce schéma peut-il se développer le plus? Voilà, moi, dans les sessions de coaching, j'entends beaucoup de femmes ou alors d'hommes qui me disent, voilà, pour mes parents, à l'école, même si je ramenais des beaux points, c'était jamais suffisant, je pouvais toujours mieux faire. Ben voilà, c'est un peu, si c'est jamais assez bien, qu'il y a toujours insatisfaction permanente au niveau de l'école ou de l'éducation, ben, on crée des personnes qui vont toujours vouloir faire plus, mieux, prouver qu'elles sont capables. Donc ça peut être une origine. Il faut aussi savoir que, si on en revient aux blessures de Lise Bourbeau, à cette idée que chaque personne vient sur Terre avec une blessure, les perfectionnistes ont souvent la blessure d'injustice ou la blessure de rejet.
c'est une des deux blessures qui fait que pour le rejet, on va se comporter parfaitement pour être Tout à accepté, fait. ce qui s'appelle le perfectionnisme d'acceptation. C'est comme ça que le docteur Frédéric Fanget appelle. Et la blessure d'injustice fait que on va vouloir faire tout parfaitement, ou en tout cas prouver, on devient impatient, intolérant avec soi-même. Et là, on est plus dans le perfectionnisme de valorisation, c'est-à-dire que on a besoin de prouver nos compétences. Une réponse à un amour conditionnel. Complètement. Mhm. On peut devenir complètement perfectionniste pour faire plaisir aussi, hein. Moi, je me suis jamais dit que j'allais que je voulais être parfaite. Je pense que bon, il y a eu plusieurs choses dans mon évolution quand j'étais petite, et peut-être la grande envie de faire plaisir à mes parents. Eh oui. Pourquoi le regard perfectionniste se pose-t-il d'abord sur ce qui manque? Oh, c'est toujours ce qui manque. Donc, ça, c'est une grande, grande, grande caractéristique des personnes perfectionnistes, c'est qu'elles vont voir ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas assez. Donc, si une personne va avoir 18 sur 20 à l'école, on va pas regarder le 18, on va regarder les 2 points manquants. Donc, c'est toujours le verre à moitié vide. Si une présentation a été donnée et que tout le monde était ravi Mhm. en entreprise, mais qu'il y avait peut-être une ou deux choses qui seraient améliorées, finalement, on va mettre l'accent sur ces une ou deux choses et on va balayer tout le reste. C'est-à-dire que parce qu'il y a une ou deux choses qui ne sont pas tellement bien, tout le reste est nul. C'est une pensée très binaire, le perfectionnisme. Soit c'est parfait, soit c'est nul. Il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, c'est terriblement coûteux parce qu'on fait tellement d'efforts pour essayer d'atteindre une perfection qui est complètement soumise à interprétation, mais que quand on y arrive, finalement, on est toujours insatisfait et on pense directement à la suite, à comment on pourra améliorer les choses. Pourquoi cette faute prend-elle alors plus de place que le chemin parcouru? C'est cette volonté de faire les choses à 100% et cette incapacité à concevoir qu'on peut faire des erreurs. Ok. Donc, face à l'erreur, on est démuni. Il ne peut pas y avoir aucune erreur. Donc, Ouais. c'est vraiment cette peur de l'erreur qui fait que si on a une sur 100, elle prend toute la place parce que on ne peut pas se permettre ça, et on va être évidemment euh, son meilleur juge, hein, parce que la critique souvent elle n'est pas extérieure, C'est finalement clair. elle est Mhm. interne, hein. Est-ce que ça peut être une stratégie de survie? Ça l'est, c'est toujours ces injonctions, si on les suit de façon tout à fait inconsciente, hein, si on se met dans ce conditionnement de je dois être parfaite, et puis les autres injonctions dont on va parler, c'est-à-dire sois forte, fais plaisir, etc. Quand on est vraiment conditionné par ça, on le fait avant tout pour se protéger. Donc on va être perfectionniste parce qu'on veut se protéger de la critique qui nous blesserait tellement, qui nous ferait tellement du mal que on développe ce genre de comportement. Mhm. Pourquoi ça s'accompagne souvent de rumination mentale? Ah oui, oui, ça, tu peux m'en parler. Le nombre de nuits où je me suis réveillée en Tu n'es pas la seule. ruminant et en me disant oh zut, j'aurais dû faire ça, si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. On rumine vraiment le passé pour trouver en fait la solution pour éviter les problèmes, et ça nous fait moi ça me faisait des insomnies, je pensais à plein de choses, je me réveillais en plein milieu de la nuit en me disant ça y est, j'ai fait une faute dans mon mail, j'ai oublié, je sais pas, un S pour un pluriel, enfin vraiment des bêtises, et je n'en dormais pas à l'idée que les gens n'allaient voir que ça. Donc on extrapole en fait, on se fait des scénarios catastrophes dans sa tête. On part vraiment en sucette, hein, et le cerveau il adore ça, hein, donc il nous sert des scénarios catastrophes à fond, et donc ça provoque un stress qui est réel dans notre corps, hein, puisqu'on commence vraiment à paniquer, à pas savoir dormir, à être stressé, on en perd sa nuit. Moi je m'imaginais le mail qui clignotait sur tous les écrans, tu sais, en grand, en souligné, que tout le monde allait le voir, et que j'allais arriver et que tout le monde allait me regarder, l'air de dire mon Dieu, elle a fait une faute. Et en fait, tout le monde s'en fout. Mais on se perd nous-mêmes, on se stresse nous-mêmes dans ces ruminations. Alors dans ton livre, tu parles d'un triangle dangereux.
Oui, je parle du triangle dangereux du perfectionnisme, effectivement, parce que je le vois, je l'ai vu chez moi, hein, je l'ai beaucoup côtoyé et je le vois chez beaucoup de personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que, quand on est perfectionniste, on va donc cheminer vers un résultat. Le but à atteindre, c'est vraiment le résultat. Donc on a très peu de focus sur le cheminement. On va faire beaucoup d'efforts, on va peut-être beaucoup stresser pour arriver à rendre une présentation parfaite, à fournir un devoir parfait, etc. Et quand on arrive à ce résultat-là, on va, on va être moyennement satisfait et on va avoir besoin de la reconnaissance des autres. Donc on va demander, si on ose demander, alors qu'est-ce que tu en pensais, c'était bien, Oui, pour avoir la confiance en fait qu'on a bien fait. se rassurer. Pour se rassurer, Mhm. exactement. Donc une perfectionniste ou un perfectionniste a besoin de cette reconnaissance externe qui est très dangereuse en fait, hein, parce que si on est entouré de personnes bienveillantes, on va avoir des personnes qui vont dire oui mais c'est super, c'était chouette, vraiment bravo et tout, et ça va nous réconforter, nous rassurer de cette peur de mal faire. Mais si on est entouré de personnes qui sont malveillantes, la personne peut dire c'est vraiment nul ce que tu as fait, et donc notre confiance en nous va vaciller, on va se sentir vraiment comme une merde. Donc une ou un perfectionniste a besoin de beaucoup de reconnaissance, parce que le perfectionnisme, l'autre côté de cette pièce du perfectionnisme, c'est un grand déficit de confiance en soi. C'est pour ça qu'on a besoin de cette reconnaissance. Et puis, le dernier angle de ce triangle, c'est qu'on on aime beaucoup se comparer. On est toujours dans la comparaison en disant oui mais elle, t'as vu, elle sait mieux faire, elle combine tous ses rôles parfaitement, ou lui t'as vu, il est hyper calé, et donc on se compare, et dans cette comparaison on se dévalorise. Moi ça je n'y arrive pas. C'est pas on regarde l'autre et on en prend bonne note en se disant waouh il m'inspire ou elle m'inspire, et je vais tout faire pour pouvoir arriver à moi aussi savoir le faire, ce qui peut être vachement porteur. Non, c'est vraiment de la comparaison en se disant regarde, elle ou lui, il sait le faire et moi je suis vraiment nulle, je suis une merde, quoi. Est-ce que les réseaux sociaux n'augmentent pas un peu Un peu beaucoup, évidemment, surtout que sur les réseaux sociaux, on montre que le le beau? beau, que les succès, etc., et on montre très peu les échecs. Donc oui, évidemment, ça contribue à mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Comment ça se fait que moi, j'arrive Oui, pas oui, c'est à ça. faire tout ça, alors que j'ai l'impression que tout le monde y arrive. Et Donc même oui. quand tu es averti, parce que je veux dire, en tant que coach, on l'est. Et malgré tout, moi, je sais que si je passe une journée à regarder les réseaux sociaux, je suis déprimée fin de journée. Ah, mais ça te vrille le cerveau, Oui, hein, complètement, hein. complètement. Oui, oui, mais c'est complètement anxiogène. Et on y retourne, mais Oui, c'est parce que vraiment... l'algorithme est Oui, bien fait et que ça provoque vraiment addiction. Mais bien entendu, c'est de voir, c'est d'avoir une espèce de vitrine de tout ce que les gens savent faire et savent être, et les vacances formidables, et les enfants formidables, et la cuisine bio formidable, etc. Et oui, tu es là, toi, dans ton quotidien, et dis, mais moi, je vais jamais arriver à faire tout ça. Je suis qu'une vraie merde, oui. C'est terrible, en fait, oui. Est-ce que le syndrome de l'imposteur n'est-il pas une face cachée du perfectionnisme? Le perfectionnisme est un syndrome de l'imposteur, en fait. Il y en a plusieurs. Donc, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est ce petit sentiment, hein, qui ne nous lâche pas, Oui, euh, où on se dit, jusqu'ici, j'ai prouvé, j'ai fait comme si j'étais capable, mais un jour, quelqu'un va bien se rendre compte qu'en fait, je suis une fraude, une impostrice, hein. Et donc, dans ce syndrome de l'imposteur, il y a le perfectionnisme, mais il y en a d'autres. Il y a le génie naturel, il y a la superwoman, ah oui. il y a la soliste, et il y en a encore un cinquième, et l'experte. Oui, Donc, 5 syndromes de l'imposteur, de comportements qu'on a pour pallier justement à ce syndrome. Par exemple, l'experte, ça c'est un bon exemple, qu'on a ce syndrome de l'imposteur-là, quelqu'un qui a ce comportement-là, elle n'est jamais prête
à quoi que ce soit, parce que pour être experte, il y a toujours bien un savoir en plus, une formation en plus à Oui, c'est ça. faire, Je un connais ça. webinaire en plus à participer, et c'est infini, puisqu'évidemment, la connaissance est infinie. Donc, une experte, comme elle n'est jamais arrivée au bout de la connaissance, ben, elle sera jamais Oui, prête, tout à en fait. fait, à avoir ce boulot-là ou à partager ses connaissances. Et donc, elle se mettra toujours en défaut et manquera de confiance et ne commencera pas à Ouais. partager ce qu'elle sait déjà. Et les autres alors? Mais la soliste, c'est quelqu'un qui veut prouver qu'elle sait faire toute seule. Donc elle va pas demander de l'aide, parce que si jamais elle demandait de l'aide, ben déjà ce serait pas fait comme elle veut. Oui. Mais en plus, ça prouverait qu'elle n'est pas capable de le faire. Le génie naturel, c'est une personne qui pense que si elle n'a pas en elle la compétence, le talent, ben, c'est qu'elle ne l'aura jamais. Ah oui. Donc c'est une notion de soit je nais avec cette connaissance, soit je l'aurai jamais, c'est même pas la peine d'essayer d'avoir cette connaissance. Donc il n'y a pas de notion de progrès. Donc la perfectionniste, c'est la personne qui veut faire tout à 100% parfaitement. Et la superwoman, ben, c'est celle qui veut être sur tous les fronts, prouver qu'elle est une bonne mère, une bonne épouse, une bonne copine, une bonne fille, une bonne sœur, une bonne tout, en fait, et qui est vraiment sur tous les fronts et qui lâche rien et qui demande pas d'aide, parce que demander de l'aide, ça voudrait dire que, ben, en fait, je sais pas le faire. Est-ce que c'est possible les 5 à la fois? Est-ce que c'est possible les 5 à la fois? Oui, je pense qu'on peut se retrouver de nouveau, hein, c'est pas binaire, hein, c'est pas Oui, j'ai non. tout à 100%. On peut se reconnaître effectivement dans certaines de ces Et à choses-là. des périodes différentes, on peut être Oui, aussi. bien sûr. Et de nouveau, l'intérêt, c'est de pas tout déconstruire, mais d'aller chercher ce qui nous bloque. Moi, mon perfectionnisme, il me bloquait à un certain moment, parce que je me rendais compte que déjà, je loupais des opportunités. Oui. Parce que je me disais, ben non, ça, je vais pas y arriver, j'avais pas assez confiance en moi. Si je ne sais pas le faire 100% parfaitement, je ne le fais pas. Donc, je loupais des opportunités. Et puis, ça m'amenait un stress, ben, comme j'expliquais, hein, des insomnies, une perte d'énergie, où je me suis dit à un certain moment, ben, Virginie, il faut arrêter, il y a plus important dans la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à déconstruire ce besoin de toujours prouver, de toujours faire mieux et d'être finalement toujours insatisfaite. Est-ce qu'il crée une fracture entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent? Ah, mais complètement. Les personnes perfectionnistes qui ont un déficit de confiance en elles, jamais les personnes ne savent. Enfin, souvent, les personnes qui les côtoient, les collègues, etc., ne savent pas ça. Peut-être les proches, et encore, j'ai beaucoup de clientes qui me disent, si tu savais ce que les gens me disent, pensent, ils pensent que moi j'ai peur de rien, que j'ai une énorme confiance en moi, que je peux tout faire, et en fait moi derrière ça je pleure et j'ai les chocottes et je suis en stress. Donc oui, il peut y avoir une grosse dichotomie entre ce qu'on montre et finalement ce qu'on vit à l'intérieur de soi, dans son chez-soi aussi. Pourquoi l'échec est-il vécu comme une menace identitaire? Oui, c'est quand même très culturel, hein, ce doigt sur la faute, le fait qu'un échec soit porteur de tant de stress, parce que je pense qu'aux États-Unis, ils ont ou dans d'autres pays, une vision très différente Oui, de tout à l'échec, fait. hein. Aux États-Unis, il y a des gens qui montent des startups qui se plantent. Oh, c'est pas grave, Oui, j'ai c'est appris ça. plein de choses, je remonte une autre startup et je me plante. Alors qu'en Belgique et encore beaucoup en France, surtout, faut pas se tromper. Et donc, comme il faut absolument pas se tromper et se planter, ben souvent, on ne va même pas essayer. C'est très culturel. Bien sûr. Est-ce que c'est pas plutôt qu'une fin, une traversée, l'échec? Pour moi, ça fait complètement partie de la vie. Et, et c'est quand j'ai compris ça que ça m'a vraiment libérée, que je me suis mise à oser beaucoup plus. Et dans ce cheminement on traverse à la fois des succès et des échecs, et tout ça, les échecs et les succès, fait que on grandit, on apprend et on chemine. Dans ce cheminement, la citation de Nelson Mandela que je répète et que je répète et que je rabâche aux oreilles des personnes que je vois en conférence et aussi en coaching, cette citation qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », m'a beaucoup portée, parce que dans cette citation, ça dit que en fait, tout est bon.
C'est vrai. Dans le cheminement, tout est bon. Il va toujours y avoir quelque chose qui va nous permettre de grandir, de fleurir, d'aller plus loin. C'est toujours au départ, c'est toujours très difficile, mais après, on a un temps de pause avant de se rendre compte. Mais c'est vrai qu'après, on sort toujours une leçon, Oui, finalement. et finalement, c'est un vrai apprentissage en Mhm. fait, de rapidement voir quelque chose qu'on peut percevoir comme quelque chose qui n'a pas été, et de directement rebondir en disant oui, ok, c'était pas comme je pensais que ça serait, mais en fait, dans l'histoire, j'ai rencontré telle ou telle personne et j'ai appris telle ou telle chose, donc finalement, je repars grandi. Et au départ, c'est compliqué, mais en fait, c'est un mécanisme vraiment de plus en plus rapide. Donc ça, vraiment, je fais appel à la neuroplasticité et au fait Mhm. qu'on peut vraiment apprendre à changer les connexions neuronales et à voir les choses vraiment différemment et de façon porteuse, que ce soit un échec ou un succès. Et puis de toute façon, c'est quoi la définition d'un échec et c'est quoi la définition Oui, c'est d'un ça. succès? Mhm. Quelle est la place de l'audace? Ben là, on n'a pas. Il n'y en a pas justement. Par contre, sa place, c'est dans la déconstruction du Mhm. perfectionnisme. Le perfectionnisme, quand on est perfectionniste, on a peur de, hein, on a peur de mal faire. Et la seule solution pour affronter ces peurs, c'est l'action. Mhm. Ça peut paraître contre-intuitif pour pouvoir se défaire de cette injonction du perfectionnisme, du soi parfaite. Il faut oser se mettre en action dans la réalité et pour contrer les peurs dans nos têtes. Et donc oser. Mhm. Donc oser des petites choses dans le quotidien, oser ne pas revoir 30 fois le mail qu'on va envoyer, mais seulement 10 fois, oser aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas alors que ou sinon on n'aura jamais tenté la chose, oser le non, oser plein de petites choses. Ça ne doit pas être des grandes Mhm. choses au départ parce que sinon on risque de se retrouver en zone de panique en fait, où le stress va Bien être sûr. trop grand. Mais par exemple, Christophe André, qui est un grand psychanalyste qui travaille sur les peurs, pour contrer, pour apprivoiser les peurs de ses patients, quand ces patients sont phobiques ou etc., il les emmène dans le métro hein, quand même. Oui, oui. Donc, c'est apprivoiser petit à petit ces peurs et donc se mettre dans l'action et oser certaines choses pour voir que finalement, ben, ça va. Mhm. Ça passe, c'est moins terrifiant que dans nos têtes. Pour acquérir finalement une confiance qui ne dépend plus de la performance. C'est ça, quelque Oui, part. oui, 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 c'est ça, parce que la confiance, elle n'est pas censée vaciller en fonction des réussites et des échecs. La confiance solide et stable, elle permet de se dire que même quand on se rate, ou que même quand on passe des moments difficiles où on se dit que peut-être qu'on ne sait pas si ça va aller, on se dit j'ai quand même les ressources nécessaires pour y aller et ça va bien se passer. On Donc, célèbre. on célèbre ça, évidemment, une perfectionniste ne fait pas du tout, on ne célèbre pas, et c'est bien là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'efforts pour essayer d'atteindre un objectif à 100%, hein, que ce soit 100% parfait. Quand on l'atteint, peut-être qu'on se fait oh yes, je l'ai fait et on fait une petite danse, mais très rapidement on se dit oui, mais j'ai eu de l'aide, finalement c'était pas si difficile, ils ont pas osé me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on se dévalorise, on pense à tout ce qu'on va faire de mieux pour la suite et en faisant ça, en fait, on met à la poubelle tous ces efforts, toutes ces compétences, tous ces talents qu'on a utilisés pendant le cheminement et on redémarre de zéro. Mais pourquoi est-ce qu'on a Ah, si mal? Pourquoi on a tant de mal à célébrer? parce que c'est pas 100% parfait. Mhm. Et que ces petits défauts nous empêchent de célébrer. Donc l'invitation vraiment pour les perfectionnistes, c'est de pouvoir célébrer les petites choses chaque jour. Et c'est Mhm. vraiment un état d'esprit, hein, donc se dire oui, j'ai réussi ce cake. Non, il ne ressemble pas tout à fait à la photo de la recette, mais c'est bon. Oui, aujourd'hui, j'ai fait cette présentation. Ce n'était pas tout à fait comme je le voulais, mais en fait, les gens avaient l'air ravis. Donc, je célèbre, je me félicite, je valorise mes compétences, je mets le doigt sur tout ce qui a été et pas sur ce qui n'a pas été. Un acte de guérison? Oui, 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 c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir sortir de cette injonction soit parfaite. Comment on relativise sans se dévaloriser?
Tu as parlé de relativiser, mais comment on fait sans se dévaloriser, pardon? Oui, ben, relativiser, c'est se dire qu'il y a plus grave, dans la vie que mais c'est pas se comparer, c'est pas se, comment tu as dit? Se dénigrer, se Dévaloriser, oui, oui, dévaloriser, tout à fait. plutôt prendre de la hauteur sur ce qui se fait. Ce que ce dont je me rends compte dans les coachings, c'est qu'une perfectionniste, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui ne se passe pas comme prévu, Mhm, va aller chercher en elle la faute. mhm. Va se dire vraiment qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'a pas été chez moi, qu'est-ce que je n'ai pas mis en place, pourquoi ça s'est passé comme ça, et elle va se dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Mhm. Alors que si on prend un peu de hauteur et qu'on relativise et qu'on met les choses en perspective, on peut peut-être se dire mais en fait ça s'est mal passé pour plein d'autres raisons. C'était peut-être pas le bon moment, Mhm. c'était peut-être pas la bonne audience, j'ai peut-être pas eu le support nécessaire, j'avais pas les compétences, j'aurais dû plus travailler. Enfin, il y a peut-être plein d'autres facteurs Tout à fait. environnementaux, contextuels, qui Mhm. peuvent expliquer le fait que ce se soit pas bien passé. Et donc, au lieu de se regarder soi-même, et on se regarde le nombril hein, quand on est Ouais, perfectionniste, oui, c'est oui. d'ouvrir les perspectives et d'aller regarder ce qui se passe autour de nous pour trouver d'autres raisons que ça s'est pas bien, voilà, que ça s'est pas passé comme on veut. Ça veut pas dire se dédouaner, Oui, mais non, c'est peut-être se dire, ben non, en fait, ce coup-ci, c'est pas de ma c'est faute. pas de ma faute, j'avais vraiment tout prévu, mais c'était pas le moment, c'est pas le bon Mhm. timing, il y a d'autres choses qui sont passées dans l'environnement, dans le système sociétal, culturel, etc., qui ont fait que ben, ça a raté. Si tu devais laisser une seule permission au lecteur en renfermant ce chapitre, laquelle serait-ce? Permission de se détendre. D'échouer aussi, peut-être? Oui, permission de mal faire. Mhm. Vraiment. Vous avez la permission de vous rater. C'est tout à fait OK. Et alors, j'aime bien la petite citation qui dit qui ne se plante pas ne pousse jamais. C'est clair. C'est le titre d'un livre de Sophie Talmen, que j'aime beaucoup d'ailleurs comme autrice. Ben oui, c'est vrai, qui ne se plante pas ne pousse jamais. Et on peut se planter vraiment, rebondir et grandir d'échecs. Ben, merci beaucoup Virginie encore pour cet intéressant chapitre. Ben, avec grand plaisir. On se retrouve, le chemin continue et on se retrouve pour une prochaine boîte. Oui, pour la découverte de plein d'autres boîtes. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi, à À bientôt. bientôt. Un énorme merci à Christelle Hérion de Chacun son histoire d'avoir plongé avec moi dans la grande exploration de Pandore a raison. Si cet épisode t'a donné envie de découvrir le livre, rendez-vous sur mon site www.realisecoaching.com. Et si tu souhaites soutenir ce podcast, n'hésite pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles. Merci beaucoup et à très vite.